Léonard de Vinci. Ce nom, il évoque tout de suite le génie. Mais imaginez un instant que ses secrets les plus profonds ne soient pas du tout artistiques, mais plutôt mathématiques. Des secrets qui sont restés là, cachés à la vue de tous pendant des siècles. Alors, comment percer un tel mystère? Eh bien, pour l'instant, oublions les musées et les galeries d'art. Notre histoire commence avec une découverte toute récente et complètement inattendue. Une découverte qui fait le lien entre un chef-d'œuvre de la Renaissance et, oui, la dentisterie moderne. Étonnant, n'est-ce pas? Et au centre de tout ça, il y a ce dessin que tout le monde connaît, l'homme de Vitruve. Léonard l'a dessiné vers 1490. C'est le symbole de l'harmonie, des proportions parfaites. Mais ce qu'on ignorait, c'est qu'il cachait aussi l'un de ses plus grands secrets. Un secret mathématique qui a attendu plus de 500 ans pour être révélé. Et puis un jour, un dentiste de Londres, le docteur Rory McSweeney, s'est penché sur ce dessin. Mais lui, il ne l'a pas regardé avec les yeux d'un historien de l'art, non. Il l'a regardé avec son œil d'expert en anatomie dentaire. Et ce qu'il a trouvé, c'est tout simplement stupéfiant. Ce que le docteur Sweeney a fait, c'est une connexion que personne, absolument personne, n'avait faite avant. Il a repéré ce triangle équilatéral, juste là, entre les jambes du personnage. Un détail que Léonard avait lui-même mentionné dans ses notes, mais que tout le monde avait ignoré. Sauf que voilà, pour un dentiste, cette forme, elle saute aux yeux. C'est ce qu'on appelle le triangle de Bonwell, le principe même qui gouverne l'architecture parfaite, optimale de la mâchoire humaine. Donc ce triangle, ce n'était pas juste pour faire joli. Pas du tout. En l'analysant, le docteur Sweeney a découvert qu'il cachait un rapport mathématique bien précis, le rapport tétraédrique. Le nombre, c'est 1,633. Et ce n'est pas n'importe quel nombre. On le considère un peu comme le plan directeur de la nature, la recette secrète qu'elle utilise pour construire les structures les plus solides et efficaces, que ce soit pour un cristal ou pour notre propre corps. Et là, on touche au cœur du génie. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire que 500 ans avant que la science moderne ne le découvre, Léonard de Vinci, lui, avait déjà tout compris. Il avait saisi et même encodé les principes fondamentaux du design biologique optimal. C'est presque prophétique quand on y pense. Alors forcément, une découverte pareille, ça nous amène à une question. Mais qui était cet homme? Quel genre d'esprit incroyable faut-il avoir pour concevoir un code aussi profond, aussi complexe, si longtemps avant tout le monde? Eh bien, Léonard de Vinci, c'est l'exemple type de ce qu'on appelle un polymathe. En gros, un touche-à-tout de génie. Pour lui, il n'y avait pas de frontière entre l'art, la science, l'ingénierie. Tout était connecté. Sa connaissance de l'anatomie humaine, par exemple, rendait ses peintures plus vivantes. Et son incroyable sens de l'observation, il s'en servait pour imaginer ses inventions. Et cet esprit si particulier, il s'est construit au fil d'une vie bien remplie, toujours en mouvement. Né près de Florence, il va travailler pour les plus grands seigneurs d'Italie, à Milan, à Rome, avant de terminer sa vie en France, à Amboise, invité par le roi François Ier. Et chaque ville, chaque nouvelle étape de sa vie était une nouvelle occasion d'apprendre, d'observer et bien sûr d'inventer. La preuve de cette soif de connaissance, on la trouve dans ces fameux carnets. On parle de plus de 13 000 pages. C'est énorme. Et dedans, c'est un foisonnement d'idées. Un dessin de fleurs, juste à côté des plans d'une machine volante, ou des études anatomiques d'une précision, mais vraiment inégalée pour l'époque. Ces carnets, c'est comme une fenêtre ouverte directement sur son cerveau. Mais cette fusion géniale entre l'art et la science, on ne la trouve pas que dans ses croquis ou ses carnets, non. Elle est aussi là bien visible, encodée au cœur de ses tableaux les plus célèbres. Prenons la scène. Il faut vraiment s'imaginer le drame qui se joue. Ce n'est pas juste un groupe de personnes assises à une table. C'est une véritable bombe psychologique qui vient d'exploser. Jésus vient de dire « L'un de vous va me trahir ». Et Léonard fiche cet instant précis. Chaque apôtre réagit avec une émotion pure qui lui est propre. Le choc, la colère, la tristesse, l'incompréhension. Et pour mettre en scène ce drame avec une telle force, Léonard a utilisé les mathématiques. Bien sûr, il a construit toute sa composition autour d'une perspective hyper rigoureuse. Si on suit les lignes de l'architecture, les murs, le plafond, on voit qu'elles convergent toutes vers un seul et unique point. Et ce point, c'est la tête du Christ. Jésus n'est donc pas seulement le centre spirituel de l'histoire, il est littéralement le centre géométrique, mathématique, de l'image. Parlons maintenant d'une autre de ses grandes innovations, le sfumato. C'est un mot italien qui veut dire enfumer. C'est une technique que Léonard a poussée à la perfection. L'idée, c'est de faire disparaître les contours, de fondre les couleurs et les ombres, de manière si douce qu'il n'y a plus de lignes nettes. C'est ça qui donne à ces tableaux cette ambiance un peu vaporeuse, pleine de mystère. Et bien sûr, l'exemple le plus célèbre, c'est le sourire de la Joconde. C'est justement grâce à cette maîtrise totale du sfumato et de ses transitions subtiles qu'il crée cette fameuse illusion. On a l'impression que la Joconde nous suit du regard.
Mais si on observe bien, on se rend compte que son regard est en fait légèrement décalé sur le côté. Et c'est cette petite ambiguïté, ce flou, qui rend le portrait si vivant, si fascinant, même aujourd'hui. Bon, on a vu les chefs-d'œuvre exposés dans les musées. Maintenant, si on retournait dans le secret de ces carnets, allons voir comment ce même esprit, à la fois artiste et scientifique, a littéralement dessiné le futur. Dans ces carnets, c'est un défilé d'inventions incroyables, souvent des siècles en avance. On y trouve quoi? Une machine volante qui imite le battement d'ailes des oiseaux. Un hélicoptère, ou plutôt une vis aérienne, le tout premier concept d'engin à décollage vertical. Et même un véhicule blindé qu'on peut voir comme l'ancêtre de nos chars. D'ailleurs, petite anecdote, les plans de ce char contiennent une erreur volontaire dans le mécanisme. Probablement une façon pour Léonard de s'assurer que personne ne puisse lui voler son idée et la construire sans son aide. Et attention, il ne faut pas croire que c'était juste des rêves un peu fous. Non, les principes scientifiques derrière tout ça étaient solides. La meilleure preuve, en 2000, un parachutiste un peu casse-cou, Adrien Nicolas, a construit un parachute en suivant exactement les plans de Léonard datant du XVe siècle. Il a sauté de 3000 mètres. Et le résultat? Un atterrissage en douceur absolument parfait. Alors, on en revient à notre question de départ. C'est quoi finalement la clé pour décoder le génie de Léonard? Quel est le secret de cet esprit hors du commun? Le vrai secret, en fait, ce n'est pas de se dire qu'il était bon en art, était en science, était en invention. Non. Le secret, c'est de comprendre que pour lui, il n'y avait aucune différence entre tout ça. Artiste, scientifique, inventeur, observateur, tout ça, c'était la même chose. C'était juste des outils différents pour une seule et même quête, comprendre le monde. C'est vraiment ça la clé, cette vision unifiée. Son art était de la science et sa science était de l'art. Pensez-y, il disséquait des corps pour comprendre l'anatomie, et ça lui permettait de peindre des personnages plus vrais que nature. Il passait des heures à observer les tourbillons de l'eau, et ça l'inspirait pour dessiner des boucles de cheveux ou le pli d'un vêtement. Tout était lié. Il y a une citation du réalisateur Guillermo del Toro qui résume ça à la perfection. Il dit en substance que la plupart des artistes nous donnent une façon de regarder le monde, mais que Léonard, lui, nous donne son esprit et son âme. Ses œuvres, ce n'est pas juste beau ou intelligent, c'est une véritable invitation à voir le monde comme lui le voyait. Un tout unifié, complexe et incroyablement beau. Et finalement, la découverte du docteur Sweeney sur l'homme de Vitruve, elle nous prouve une chose. On est encore loin d'avoir tout déchiffré. À chaque fois qu'un nouveau regard avec de nouvelles connaissances se pose sur son œuvre, on découvre une nouvelle couche de complexité, un nouveau secret. Ce qui nous laisse avec une dernière question absolument fascinante. Après 5 siècles, quels autres secrets sont encore là, juste sous nos yeux, attendant simplement d'être découverts?